Le 12 mai 2026, Air Force One décolle pour Pékin. Et à bord, mes amis, ce n'est pas une délégation diplomatique ordinaire. Larry Fink pour BlackRock, Tim Cook pour Apple, Elon Musk pour Tesla et SpaceX, Kelly Ortberg pour Boeing. Et le coup de théâtre de dernière minute, Jensen Huang, le patron de Nvidia, rappelé personnellement par Trump depuis l'Alaska pour monter à bord en urgence. Quand le PDG du premier fournisseur mondial de GPU est ajouté en catastrophe à un voyage présidentiel, vous comprenez bien que ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas un voyage, c'est un message. Et pendant que les chaînes d'infos vous parlent de négociations commerciales, il se joue à Pékin quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui touche à l'architecture même du système financier mondial, quelque chose dont, comme d'habitude, personne ne parle. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce qui se passe vraiment. Pourquoi cette délégation hors norme? Qu'est-ce que Trump est venu chercher à Pékin? Et surtout, qui est en train de redessiner les règles du monde qui vient? On y va. Vous le savez mes amis, les déficits américains sont abyssaux et Trump lui-même l'a reconnu. Le dollar doit baisser. Parce qu'à long terme, comme le disait l'économiste Jacques Rueff, le taux de change est l'égout collecteur de toutes les mauvaises gestions. Et l'administration américaine en est parfaitement consciente. Mais voilà, le dollar ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors les Américains ont fait quelque chose de remarquable. Ils ont mis en place, consciemment ou non, peu importe, une stratégie d'une intelligence rare structurée autour du Bitcoin. Accrochez-vous parce que le retournement est vertigineux. Avant 2024, avoir des bitcoins dans le bilan d'une entreprise américaine, c'était suspect. Pire, sous l'administration Biden, l'opération Chokepoint 2.0 a coupé au moins 30 entités du secteur des actifs numériques du système bancaire entre 2022 et 2024. Un rapport de 51 pages du House Financial Services Committee, publié en décembre 2025, le documente noir sur blanc. Et puis tout a basculé. Le 11 janvier 2024, BlackRock lance son ETF Bitcoin. Et quand BlackRock lance un ETF de cette nature, croyez-moi, la Maison-Blanche est au courant et a validé le changement de cap. Depuis, le cadre légal s'installe à une vitesse que personne n'avait anticipée. Le Genius Act sur les stablecoins signé par Trump le 18 juillet 2025. Le Clarity Act examiné cette semaine au Sénat pour clarifier la frontière entre la SEC et la CFTC sur les actifs numériques. La cible affichée par la Maison-Blanche. Adoption pour le 4 juillet 2026. Présenté comme un cadeau d'anniversaire pour les 250 ans des États-Unis. Aujourd'hui, la loi n'autorise pas encore un stablecoin adossé au Bitcoin. C'est vrai, mais ce que fait cette loi, c'est tracer l'architecture pour que Bitcoin entre légitimement dans les bilans des entreprises américaines et pour que les banques l'intègrent dans leur activité. La suite, le rapprochement Bitcoin-dollar via des acteurs comme Strategy de Michael Saylor qui frappe déjà à la porte de JP Morgan. C'est l'étape d'après. Et là, vous commencez à voir la stratégie avec BlackRock d'un côté et Strategy de l'autre. Les États-Unis possèdent mécaniquement les plus grosses réserves institutionnelles de Bitcoin au monde. Les Américains ont deux religions, mes amis, le christianisme et le pragmatisme. Et ça ne me surprendrait pas qu'un jour, un président américain se rende compte que le remplaçant du vieux dollar, le new dollar, est déjà là, déjà prêt, construit par le secteur privé et béni par le Congrès. Pendant ce temps, en Chine, Pékin ne dort pas du tout. D'abord, le renminbi s'est installé indirectement sur des réserves d'or qu'on suppose colossales. Depuis les années 2000, on voit énormément d'or entrer en Chine, mais très peu en repartir. Faites le calcul. Ensuite, et c'est là que ça devient fascinant, les shadow reserves. Brad Setser, ancien conseiller du Trésor américain, estime à environ 3000 milliards de dollars les réserves de change cachées dans le bilan des grandes banques d'État et des policy banks chinoises. 3000 milliards qui n'apparaissent pas dans les comptes officiels de la Banque centrale de Chine. Bien pratique pour gérer des dollars en dehors des radars du système financier américain. L'excédent du compte courant chinois en 2025, 735 milliards de dollars, un record absolu, contre 424 milliards en 2024. Et le surplus manufacturier mesuré par les douanes chinoises dépasse désormais les 2000 milliards de dollars par an. Mais le vrai sujet, mes amis, c'est Hong Kong. Et pour que vous compreniez l'enjeu, il faut que je vous fasse un crochet par l'histoire. Pendant la guerre froide, des banques européennes se sont retrouvées avec des dollars sur leur compte, en dehors de la juridiction de la Fed. Et comme elles n'étaient pas soumises au ratio de réserve américain, elles ont commencé à utiliser ces dépôts pour émettre du crédit en dollars. Du dollar créé hors des États-Unis,
sans l'autorisation de la Banque centrale américaine. C'est ce qu'on appelle les eurodollars. Et bien aujourd'hui, il se rejoue exactement la même chose, mais à Hong Kong et à une échelle bien plus massive. Faites le calcul avec moi. Une banque prudente crée environ 10 fois ses réserves en dollars. La Chine dispose potentiellement de 3 000 milliards de shadow reserves multipliés. On parle d'un potentiel théorique de 30 000 milliards de dollars de crédit offshore en dollars. Pour vous donner un repère, la masse monétaire M2 aux États-Unis en février 2026, c'était 22 600 milliards, son plus haut historique. Vous comprenez l'ampleur? On parle d'un système parallèle qui pourrait à terme rivaliser avec la masse monétaire dollar elle-même. Cela signifie que les Chinois sont déjà capables d'imprimer du vrai dollar sans demander la permission à la Fed. Et les conséquences, mes amis, sont vertigineuses. Tous ces dollars créés à Hong Kong et qui circulent dans le monde ne financent pas les déficits américains, par définition. Il pourrait y avoir deux taux d'intérêt sur le dollar, le taux de la Fed et le taux de Hong Kong, avec un argent qui circule librement entre les deux. Un cauchemar pour la politique monétaire américaine. Ajoutez à ça le risque d'inflation importée parce que ces dollars chinois peuvent acheter des actifs aux États-Unis. Et en cas de crise de crédit, les banques chinoises n'ont évidemment pas accès au guichet de la Fed. Imaginez la scène. Bonjour, on est short dollar parce qu'on en a créé sans votre permission. Pas sûr que Washington applaudisse. Qu'est-ce qui se joue vraiment dans cet avion? Maintenant que vous avez le tableau, vous comprenez le contexte de ce voyage. Côté Trump, le menu est clair. Faire baisser la pression iranienne via Pékin. 2. Négocier un nouvel équilibre commercial et monétaire avec un renminbi qui s'est apprécié. Et 3. Obtenir un engagement chinois sur Taïwan. Trump a d'ailleurs annoncé qu'il discuterait des ventes d'armes à Taïwan avec Xi Jinping, ce qui rompt avec les 6 assurances de la doctrine américaine historique. Ce n'est pas rien. Côté chinois, les desiderata sont tout aussi clairs. Les Chinois veulent un accès sans restriction aux dernières cartes graphiques de Nvidia pour accélérer dans la course à l'IA. Et ils lorgnent vraisemblablement aussi vers les technologies de SpaceX parce que l'accès bas coût à l'espace reste un enjeu majeur pour la décennie à venir. Maintenant, vous comprenez pourquoi Jensen Huang a été rappelé en catastrophe depuis l'Alaska. C'est probablement la meilleure monnaie d'échange que Trump emporte dans cet avion. Et c'est pour ça que Musk est dans la délégation, pas seulement pour Tesla, mais surtout pour SpaceX et XAI derrière. Le Joker qui change tout. Et puis, il y a un dernier élément. L'intelligence artificielle est en train de découpler la croissance de l'emploi pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Goldman Sachs, dans son rapport d'avril dernier, nous dit que sur les 12 derniers mois, l'IA a déjà détruit 16 000 emplois par mois aux États-Unis, environ 192 000 sur l'année. Et cette destruction se concentre essentiellement sur la génération Z, sur nos jeunes diplômés, sur les rôles juniors. Et pourtant, accrochez-vous, la croissance américaine se porte bien. Le troisième trimestre 2025, 4,4% annualisé. Le premier trimestre 2026, 2%, avec un investissement des entreprises en hausse de 10,4%, la plus forte hausse depuis près de 3 ans, principalement axée sur l'IA. Vous voyez le tableau? La croissance continue, l'emploi recule, une décorrélation totale, une première historique. Pour certains, c'est un problème social majeur, parce que l'emploi reste le pivot de la distribution de la richesse dans une société. Et franchement, ils n'ont pas tort. Mais pour les États-Unis, c'est peut-être l'opportunité de tenir face au rouleau compresseur démographique chinois. Parce que oui, la Chine forme entre 1,3 et 1,5 million d'ingénieurs par an. Les États-Unis, environ 130 000, un rapport de 10 contre 1. Mais si l'IA et la robotique compensent ce déséquilibre, le match n'est plus joué d'avance. Voilà mes amis, c'est ça ce qui se joue vraiment à Pékin cette semaine. Pas une simple visite diplomatique, pas une négociation commerciale, mais peut-être la définition des règles du monde qui vient. Un monde où la suprématie technologique se joue désormais sur 10 ans tout au plus. Souvenez-vous, le transistor, c'était l'après-guerre. Internet, 50 ans plus tard. L'IA, seulement 20 ans après. L'accélération est vertigineuse et les dés sont en train d'être jetés. Maintenant, sous nos yeux. Pendant que les médias parlent d'autre chose. Qui va gagner cette décennie décisive? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons deux possibilités. Regarder passer le train ou essayer de comprendre. Si vous voulez continuer à décrypter avec moi ces sujets que personne ne traite vraiment, abonnez-vous à la chaîne mes amis. Je vous aime. À très vite.